Donc, salut tout le monde et allons-y pour une première capsule concernant le chapitre 7. Chapitre 7 qui va être dédié aux composés halogénés. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler des composés halogénés. On les a croisés, là, entre autres, quand on faisait des réactions sur des alcanes, sur des alcènes. En fait, vous allez voir aussi, justement, à cause de ce fait-là, bien, on va revoir certaines réactions qu'on a déjà faites, là. Donc, les composés halogénés sont impliqués dans les changements, dans les changements chimiques, là, puisque ce sont des atomes, là, les halogènes, qui sont facilement installables et désinstallables sur une molécule organique, ce qui permet de générer plusieurs types de changements. Donc, c'est pour ça qu'ils sont d'un certain intérêt, parce qu'ils peuvent nous permettre de faire de l'architecture moléculaire. Donc, on va commencer la première capsule. Comme je vous disais, on va répondre à la question, premièrement, comme c'est écrit ici, là, comment on peut fabriquer un composé halogéné. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même plusieurs rappels des chapitres 5 et 6. On dira tant mieux, puisque ça va quand même là, enlever des trucs nouveaux à apprendre, là. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait juste recontextualiser des choses qu'on a déjà vues. Puis je vois ça aussi d'un bon œil, comme quoi on peut recycler des choses qu'on a déjà apprises, hein. Donc c'est pas mal le but de la chimie organique, je vous dirais, d'apprendre des choses de façon assez générale et de pouvoir les réappliquer dans des situations particulières. Donc c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Là, on apprend un certain bagage de connaissances et après ça on les utilise à des endroits précis. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, vous avez, premièrement, là, le type de réaction qui nous amène à former des composés halogénés. Il y a beaucoup de substitutions. Donc, autrement dit, c'est remplacer un atome par un autre. Et on peut remplacer certains atomes par un halogène pour créer des composés halogénés. C'est comme je vous disais, il y a plusieurs rappels là-dedans. Et la première réaction que vous allez voir ici, la substitution radicalaire sur un alcane, et si je donne un exemple de ceci, c'est certainement un rappel, parce que on a fait ça plusieurs fois, une réaction de ce type-ci. Donc si on prend un alcane et on fait Cl2 et lumière ensemble, bien c'est ce qu'on appelait une substitution radicalaire. On appelait ça aussi une halogénation ou une halogénation radicalaire, là. Et ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de changer un H en chlore. Donc, avec le temps, on a comme juste dit, ça met un chlore au bout de la chaîne, là, mais on enlève un H ici, et le déchet de réaction, c'était du HCl. Comme je l'ai fait depuis le début, les déchets de réaction, on s'en occupe plus ou moins, là. Mais voici le H qui a été substitué. Donc, je rappelle là que c'était vraiment une substitution. Et vous allez avoir ici là n'importe quel morceau alcane, ça met un chlore en bout de chaîne. C'était ça là, la règle qu'on utilisait. Donc ça, c'est notre premier rappel. Et tant qu'à faire de l'halogénation, et on avait vu aussi qu'il y a de la substitution électrophile sur un benzène, donc ce qu'on appelle ici un hydrocarbure aromatique. Et un benzène, on l'a vu dans le chapitre 6, que si on faisait la réaction avec le Cl2, mais cette fois-ci avec le catalyseur AlCl3, ça permettait de faire une halogénation du benzène en tant que tel, donc faire du chlorobenzène. Donc ça, c'est une façon là, de faire un composé halogéné qu'on appelle aromatique. Aromatique qui est un qualificatif là, qui est donné au composé benzénique. J'en profite pour faire un petit rappel qui est un entre-deux de ces deux réactions-là. J'ai eu quelques questions là-dessus, puis je vais placer ceci dans la section du haut, puisque ça appartient à la section du haut. On peut avoir un morceau alcane sur un benzène. Et à ce moment-là, bien, on peut faire la réaction qui appartient à la section d'en haut, là, avec la lumière. Mais ce que ça va faire dans ce temps-là, c'est que le Cl2 lumière ne touche pas au benzène, mais on peut installer un chlore sur la partie alcane. Donc,
Juste pour faire remarquer là, que les deux réactions ici se ressemblent, il faut faire attention. Et on peut mettre un chlore sur la partie alcane. Donc on appelle ça un substituant alkyle ou un groupe alkyle sur le benzène. Donc on a le droit de mettre ça ici. Et si on veut mettre un vraiment sur le cycle benzénique, bien il faut faire Cl2 avec AlCl3. Et si jamais la situation se présente, là, respecter les orienteurs ortho-méta ou para qui sont déjà présents. Là, ici, il n'y en avait pas. Là. C'est pour vous montrer que les deux réactions se ressemblent et vous donnent des produits qui sont très très semblables, mais que si le chlore n'est pas placé à la même place. Donc, il faut vraiment juste faire la différence entre ces deux types-là. Mais au bon mot, ça nous donne des composés halogénés à la fin. Donc, ça, c'est premièrement, substitution radicalaire. Deuxièmement, ici, substitution électrophile qu'on a vu dans le chapitre 6. Et, prochaine page ici, apparition de la substitution nucléophile qu'on n'a pas vraiment fait jusqu'à date. C'est une introduction et la substitution nucléophile va être détaillée dans la section 7.4 qui devrait faire l'objet d'une capsule à elle seule, là, puisque c'est assez élaboré, là, en fait, assez élaboré pour avoir une seule capsule avec ceci. Ici, ben, je vais vous présenter la réaction de substitution nucléophile. Quand on dit nucléophile, ça va être nucléo pour, en fait, quand on a phile à la fin, ici, ça veut dire qui aime, et nucléo pour noyau. Donc, quelque chose qui est nucléophile, c'est quelque chose qui est habituellement chargé négativement. C'est ce qu'on avait vu aussi dans le chapitre 4, là, la description de certains nucléophiles là, qui étaient plus ou moins forts, et ainsi de suite, là, avec les effets électroniques. La substitution nucléophile sur un alcool, donc ça veut dire que c'est le composé de départ. Bien, ce qu'on va avoir besoin pour faire cette réaction-là, c'est un milieu qui est acide. Je vais vous le dessiner. Pourquoi, là? Ce qui va arriver, c'est que on va avoir, par exemple, là, un alcool comme ceci. Si je prends de l'éthanol, tiens, CH2OH, comme ça. Bien, le milieu acide, ce qui va arriver, ce qu'il va faire, comme par exemple HCl, c'est que les doublets sur l'oxygène vont faire une réaction qui est très très fréquente, là, qu'on appelle une réaction de protonation de l'alcool. Donc, si on veut déplacer ou faire changer le OH par le Cl, la première chose qu'il faut faire, c'est faire une étape de protonation pour créer une molécule d'eau en puissance, là, qui va devenir un bon groupe amovible. Donc, ici, la première chose qu'on va observer, c'est la formation de cette espèce chimique-ci, qu'on appelle un alcool protoné, qui va être chargé positivement. Et ce que j'encadre présentement, si vous regardez, hein, c'est une molécule d'eau qui est en train de se former, qui est encore attachée après la molécule initiale, là, donc après la chaîne de carbone, mais qui va être prête à s'en aller. Une molécule d'eau est plus facile à faire détaché qu'un OH, puisqu'une molécule d'eau, c'est une molécule qui est extrêmement stable. Donc ça aussi, c'est un autre jeu qui est beaucoup utilisé en chimie organique, c'est de créer une espèce potentiellement stable pour pouvoir la faire détacher, pour pouvoir la remplacer. Et du OH-, c'est moins stable qu'une molécule d'eau. Donc si on crée une molécule d'eau, on risque de réussir notre coup plus facilement. Et ça, c'est la première étape de la réaction. La substitution n'a pas encore été faite. Ici, ce que ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle la protonation. Donc, protonation de l'alcool, je pourrais mettre en premier temps. Et dans un deuxième temps, ici, ce qui va se passer, la substitution nucléophile va se faire à cet endroit-ci. Donc, je redessine. J'aurais pu continuer là à partir d'ici, là, mais je préfère faire deux étapes là, pour l'explication. Bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le Cl-, qui est un nucléophile, je le disais, là, va aller attaquer le carbone qui porte la molécule d'eau en puissance, et cette molécule d'eau-là va pouvoir s'en aller. Et là, ici, on va avoir la réaction de substitution nucléophile, SN étant son acronyme ou son abréviation classique, là. Et comme vous pouvez voir, la molécule d'eau sort
Et lorsque le chlore attaque ici, il va prendre la place de la molécule d'eau et on peut former un composé halogéné à partir d'un alcool. Donc, c'est une nouvelle façon de former un composé halogéné. Avec un alcane, on aurait pu le faire facilement, mais ici, avec un alcool, si on nous donne un alcool au départ, bien, ça va être la façon de faire pour travailler. Et ce qui est libéré à ce moment-là, c'est une molécule d'eau. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une bonne façon de faire déplacer un OH-, c'est de le protoner en premier, et ensuite de ça, de faire la substitution nucléophile. Dans la vraie vie, entre guillemets, bien, ce ne sont pas deux étapes distinctes. Ce qu'on fait, c'est qu'on met les deux composés, on met de l'alcool avec une solution d'HCl, et souvent, on a juste à agiter la solution. Là, on met un petit agitateur magnétique dedans, quelque chose, un petit baron aimanté, et on laisse agiter pendant une demi-heure, par exemple. Et la première étape et la deuxième étape se font toutes seules. Et le produit final peut être obtenu et il peut être isolé par la suite, là, soit par distillation ou extraction, liquide-liquide. Donc, c'est une réaction qui se fait toute seule. Donc, il s'agit juste de placer les bons ingrédients ensemble, là, et on réussit à faire la réaction à la fin. Donc, voici une nouvelle façon de créer un composé halogéné. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il allait avoir des rappels, puis en même temps, ici, vous avez quand même là, un peu de nouveaux, de nouvelles matières là, pour pouvoir commencer à pouvoir faire des nouvelles réactions. Donc, ceci, ça va être pour le chapitre 7.4, là, je vais revenir vraiment en détail sur ce type de réaction-là. Entre autres, ici, je le mentionnerai pas tout de suite là, à l'écrit, mais je peux le mentionner à l'oral, que c'est une réaction qu'on appelle de type SN2, puisqu'il y a deux changements qui se produisent en même temps, l'attaque et la sortie. Donc, on appelle ça là, une réaction d'ordre 1, d'ordre 2, pardon, à ce moment-là, parce qu'il y a deux changements là, qui se passent en même temps. Ça se fait en une étape. Donc, c'est en ordre 2. Quand on va parler d'alcool primaire, secondaire ou tertiaire, bien, à ce moment-là aussi, là, c'est un vocabulaire qu'on a déjà croisé. Quand on parle d'un alcool primaire, c'est que c'est un alcool qui va avoir, en fait, c'est le carbone qui porte l'alcool, va avoir un voisin carboné. Les autres, c'est des H. Un alcool secondaire, c'est que l'alcool est porté sur un carbone qui, lui, va avoir deux voisins carbonés. Je ne fais pas toutes les liaisons, là. Et un alcool tertiaire, le carbone qui porte l'alcool va avoir trois voisins carbonés. Donc, c'est un petit rappel aussi, là. Et on peut faire justement là, des composés halogénés là, avec d'autres types de réactions. Là, ici, c'est écrit avec des acides halogénés. Bien, c'est pas mal là, un exemple que j'ai donné ici. Là, je peux en donner un autre à cet endroit-là. Si on prend par exemple un alcool tertiaire, donc je vais faire un autre type de réaction ici. Là, avec un alcool tertiaire, je dis un autre type, ça va se ressembler quand même pas mal. Là, mais je vais vous donner une SN1. Tiens. Donc, ce qui arrive ici, c'est que notre alcool tertiaire, quand on le met en présence, par exemple, de HBr, bien, il va avoir, comme je disais tout à l'heure, le OH qu'on est chercher un AH là-dessus. Le Br va garder les électrons. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'on va former la protonation. Donc, la protonation, c'est la première étape de toute substitution nucléophile avec un halogéneux. Et ici, la différence, c'est qu'un alcool tertiaire va avoir tendance à faire le comportement suivant à l'équilibre. Il va libérer sa molécule d'eau tout de suite et tout seul pour former un carbocation. Donc la molécule d'eau est comme libérée comme ça à l'équilibre, H2O. Et ce qui va arriver ensuite dans un deuxième temps, ça c'est comme la première étape, là. Et donc, faisons-le avec I comme ceci, et II. La deuxième étape, c'est que le carbocation formé, on a vu dans le chapitre 4 que les carbocations tertiaires étaient les plus stables. Donc, les carbocations tertiaires ici, ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que quand il est formé, l'ion bromure va pouvoir aller attaquer à cet endroit-ci. On aurait peut-être écrit qu'il y a un bromure là, dans le milieu, là,
à un certain endroit, mais on a juste à penser ici qui est libéré, et on va l'utiliser à cet endroit-là. Et on peut avoir vraiment là, la complétion, la terminaison là, de la substitution nucléophile qui va nous donner ici, en fait, ce qu'on appelle une SN1. Tantôt, je ne l'ai pas écrit, je vais peut-être l'enlever ici aussi. Là. Et la SN1, elle se fait en 2 étapes, puisque c'est un changement à la fois. Le premier changement, là, en fait, on peut penser ici, c'est tous un changement à la fois. Là. Et la protonation, mais en fait, une fois que la protonation est faite, le premier changement qui est considéré, c'est la sortie de la molécule d'eau, qui est un changement indépendant de l'attaque du bromure. Donc, puisque ça se fait un à la fois, on appelle ça une SN1, qui va se faire en 2 étapes. Ici, on appelle ça d'ordre 1, par rapport à ici, à une SN2, là, qui se fait à 2 changements en même temps. On verra dans le chapitre 7.4, je le dis en primaire, mais on le répétera à ce moment-là, hein, que les alcools primaires ont tendance à faire de la SN2, alors que les alcools tertiaires et secondaires vont avoir tendance à faire de la SN1 de par leur capacité à avoir une carbocation stable. Donc, les carbocations stables, là, vous voyez, ça reste une certaine révision du chapitre 4 et c'est une notion qu'il faut garder en tête puisqu'elle est applicable à plusieurs endroits. C'est ce que je mentionnais d'emblée ou dans l'introduction de la capsule, comme quoi on a vu des choses et on les réapplique à certains autres endroits. Donc, pour avancer et presque terminer la capsule, en fait, vous avez ici un autre type de réaction qui est une substitution également, qui se fait avec soit du PCl3 ou du SOCl2, qui sont des composés qu'on appelle fortement halogénés, qui sont capables de former des composés halogénés aussi à partir d'alcool. Donc, par exemple, si ici j'ai un alcool qui ressemble, on peut prendre par exemple du cyclohexanol, comme ceci, et qu'on lui met du PCl3, bien le PCl3, c'est un bon donneur de chlore, et ce que ça va pouvoir faire, c'est changer, c'est changer le cyclohexanol en chlorocyclohexane, comme ceci. Et on dit dans votre volume que ça libère du H3PO3, ce qui fait que normalement, il faut faire comme un 3 ici, un 3 là, mais c'est plus ou moins utile là, si vous mettez juste OH avec PCl3, puis vous mettez ici là, le chlore à la fin, c'est correct. Là. Donc c'est une façon de changer un OH en chlore. Ça ici, il n'y a pas de mécanisme, c'est comme une réaction là, telle quelle que je vous donne. Et une autre réaction qu'on peut faire avec le SOCl2, c'est qu'on va avoir par exemple, on peut avoir un alcool secondaire comme ici, CH3 comme ça, et quand on met avec du SOCl2, le SOCl2, on le met souvent sur la flèche comme ça, c'est un liquide là qui est très très réactif, c'est un très très bon donneur de chlore aussi, et il faut l'utiliser dans un solvant qui s'appelle de la pyridine. Donc c'est la formule, c'est C5H5N. Ça ressemble à ceci, la pyridine. C'est comme un benzène, mais à la place d'un des carbones, il y a un atome d'azote avec son doublet d'électrons qui lui appartient. La pyridine, pour la petite histoire, c'est pas un solvant qui est facile et agréable à utiliser. C'est un liquide, premièrement, très visqueux, donc c'est plus difficile à faire transférer d'un contenant à l'autre. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est une odeur qui est vraiment très très désagréable. Il faut s'assurer d'avoir une très bonne ventilation quand on utilise la pyridine. Une odeur là, qui va rappeler, si vous voulez, le mélange d'un poisson pourri avec une toilette publique et un peu de poivre. Là. Donc, imaginez, il y a peut-être un petit peu de vomi là-dedans aussi. Là. Donc, c'est vraiment pas une bonne odeur. C'est très, très désagréable. Donc, il faut utiliser ça avec parcimonie. Et aussi, ça a la tendance à rendre les hommes stériles. Donc, si on en respire trop, là, ça peut enlever là, la capacité aux hommes d'avoir des enfants. Donc, j'imagine qu'il faut en respirer plusieurs fois, là, mais quand même, là, c'est à faire très très attention et ne pas oublier. Donc, tout ça pour dire que c'est un solvant qui a certains désagréments, mais qui a quand même un autre avantage. Premièrement, ici, l'important pour nous, là,
c'est de changer l'alcool en chlore. Okay, c'est la première chose qu'on va voir ici. Et les déchets de réaction ici, c'est ce qu'on appelle de la pyridine HCl. Donc, vous allez voir C5H5 NHCl comme ça, parce que ça ici, c'est un solide. C'est bizarre à dire, là, mais ce composé-là, c'est un solide. Ça a l'avantage, la pyridine, de capter du HCl gazeux qui va être généré par la réaction. Et au lieu de s'empoisonner avec le HCl, la pyridine est capable de le capter et former un solide avec. Ça tombe dans le fond du contenant. Donc, ça réussit quand même à nous protéger quelque peu. Mais cette réaction-là aussi va faire dégager du SO2 gazeux. Il faut s'assurer là d'être en dessous de la hotte également. Parce que le SO2 gazeux, premièrement, est très, très irritant là, quand on respire. Ça n'a pas une bonne odeur non plus. Et ça fait mal. Là, on le sent très facilement. Puis l'autre chose, c'est que le SO2 est capable de générer des réactions allergiques. Donc, souvent, il y a des personnes qui sont allergiques aux médicaments de type sulfa. Là. Donc, ceux qui le savent, vous savez c'est quoi. Là. Ceux qui le sont, en fait, là, vous savez c'est quoi. Et même sans être allergique au sulfa, personnellement, je suis pas allergique aux médicaments, mais le SO2 me fait gonfler la lèvre inférieure quand je fais ces réactions-là. Donc, il faut que je fasse très attention pour pas en respirer, là, parce que j'imagine qu'à un moment donné, ça peut causer un choc anaphylactique. Donc, à ce moment-là, vous voyez, là, c'est pas des réactions qui sont faciles à faire dans la vraie vie. Là. Sur papier, c'est très, très agréable. Bon, ça, si jamais là, vous avez à le faire dans la vraie vie, ben vous aurez quelques petites précautions, là, mais j'imagine qu'on vous formera correctement à ce moment-là. Donc bref, ici, ce qu'on veut savoir, c'est changer un alcool en chlore, et vous avez ici là, 2 réactifs qui permettent de le faire aussi par substitution de chlorophylle. Pour terminer la capsule, je termine là, avec des réactions qu'on appelle des réactions d'addition. Ça, c'est des rappels aussi. On a vu qu'on a fait des réactions d'addition, par exemple, sur, si je prends un exemple comme ceci, là, sur un alcène, comme ça ici, et les 2 types d'addition qu'on a vus, c'est, si on prend par exemple du HCl, en respectant la règle de Markov-Nikov, bien, on arrive à placer le Cl au centre ici, et faire CH3 comme ça. Donc ça, c'est un type d'addition. Et on avait eu aussi l'addition d'un dihalogénure qui va installer des bromes ici sur chaque carbone de l'alcène du départ. Donc ça, on formait un dihalogénure qui était géminé à ce moment-là. Donc ça, c'est premier appel. Là. J'aurais pu peut-être le faire en prenant un petit peu plus de place. Là. Mais bon, c'est les 2 réactions qu'on peut avoir avec les additions sur un alcène. Et si je vais à la page suivante, on voit ici les additions sur un alcyne. Donc, les additions sur un alcyne qui étaient souvent des additions doubles. Donc, si on prenait un alcyne comme ceci, si vous vous souvenez, là, par exemple, si on faisait avec HCl, bien souvent, on considérait qu'il était en excès. Et ce que ça faisait, c'est que ça nous donnait la possibilité de faire une double addition, comme ça ici, et ça nous donnait, selon la règle de Markov-Nikov, pardon, c'est un CH3 ici, là. Donc, selon la règle de Markov-Nikov, ça nous donnait un dihalogénure, mais cette fois-ci, il était géminé au lieu d'être vicinal, là. Donc, un dihalogénure géminé, qui est sur le même carbone. Ici, ça donnait un dihalogénure vicinal, là, qui est sur 2 carbones différents. Donc, c'est pas le même type de composé, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'était pour la possibilité de faire un dihalogénure. Et sinon, si on faisait, par exemple, du BR2 en excès, de ce côté-ci, et on formait éventuellement ce qu'on appelle un tétrahalogénure, qui a pas vraiment d'utilité subséquente, là. Donc, ça nous permettait d'avoir 4 bromes ou 4 Cl, là, c'était possible, là, sur cette molécule-là, qui donne, en fait, comme je disais, là, une particularité chimique, là, qui n'est pas vraiment utile par après. Donc, ça ici, est peut-être plus utile, là, le dihalogénure géminé, là, qui est sur le même carbone. Donc, ça, c'est un rappel de notre chapitre
5. Et une petite nouveauté ici. On a vu, par exemple, avec les oxydations, qu'on est capable de faire des aldéhydes et des cétones. Mais les aldéhydes et cétones, on peut les changer en dihalogénés par une addition avec du PCl5. Donc, comment ça fonctionne, c'est que, par exemple, vous avez une cétone qui a été formée précédemment, par exemple, par une coupure oxydative, donc KMNO4, mettons, là, qui a généré ceci. Bien, si jamais on a besoin d'utiliser ce morceau-là, bien, ce qu'on peut faire, c'est le placer avec du PCl5, et ça va nous donner le composé suivant. Ça donne un dihalogénure qui va être géminé sur le même carbone. Donc, autrement dit, la cétone se transforme en dihalogénure. Et l'utilité, c'est que ensuite, on pourrait penser que si on prend, mettons, un NH2 ou un OH de façon très très puissante comme ça, et l'utilité de ceci, c'est de former un alcyne. Donc, je vais le dessiner, là. Si vous regardez le point que je vais arriver ici, c'est que dans la section précédente, on pouvait former un dihalogénure géminé à partir d'un alcyne. Ce dihalogénure-là, dans l'historique, a plus ou moins d'utilité, puisqu'il provient déjà d'un alcyne. Donc, si on fait une double élimination, on revient au composé de départ. Ici, il n'y a pas vraiment d'utilité. Mais, ici, la séquence est différente. C'est que si on arrive, par exemple, on vient de terminer une route réactionnelle qui faisait un KMNO4 ici, bien, si par KMNO4 j'ai reçu ceci, j'avais probablement un alcène avant, bien, ça me permet de repartir une nouvelle ligne de réaction en faisant un dihalogénure géminé ici et en créant un nouvel alcyne pour pouvoir continuer autre type de réaction, là. Donc, entre autres, en faisant un sel d'alcyne pour faire de la substitution de chlorophyle avec. Donc, ici, ce que je voulais vous mentionner, c'est que avec le PCl5, la réaction se contextualise mieux dans une série de réactions pour obtenir un nouveau produit. Alors qu'ici, partir d'un alcyne, puis revenir à un alcyne, il n'y a pas vraiment d'intérêt, là. Mais ici, la séquence est plus réaliste, là, parce que ça peut provenir d'un autre type de réaction, d'un autre type de composé avant. On a coupé une molécule, on a rapetissé, on peut former un nouvel alcyne pour pouvoir continuer à faire d'autres types de réactions. Donc ici, le contexte est peut-être mieux local. Donc, pour cette capsule, si je regarde le temps, c'est amplement suffisant. On a ici donc là, ce qu'on appelle la préparation là, des composés halogénés. Donc, comment on peut faire pour en faire, là. Vous avez donc plusieurs options. Certains sont des rappels, certains sont plutôt de la nouvelle matière, mais ça va vous permettre de créer des composés halogénés qui vont nous amener ailleurs. Et d'ailleurs, la prochaine capsule va être une capsule justement de qu'est-ce qu'on peut faire avec les composés halogénés, mais ça sera dans la prochaine. Donc, on se retrouve dans une nouvelle capsule dans peu de temps.